cours de l'enquête sur l'attentat ayant causé la mort des 3 carabiniers en 1972 à Peteano, des révélations sur les dessous de l'affaire sont apparues au grand jour. À Venise, en 1981, soit 9 ans après l'attentat de Peteano, le juge d'instruction de l'époque, Felice Casson, déclenche une sensation politique. Il reprend l'enquête sur l'attentat et découvre l'existence de Gladio et l'implication de ses commandos paramilitaires. Au cours de l'enquête sur Peteano, nous avons mis à jour l'existence d'une structure secrète. Plus que secrète, je la qualifierais de clandestine. Et nous avons appris qu'elle s'appelait Gladio en Italie et Stay Behind au niveau international. Elle était clandestine car ni le gouvernement italien, ni l'état-major de l'armée et encore moins le Parlement ne l'avaient autorisée. Les investigations révèlent un élément étonnant. L'explosif qui a tué les 3 policiers provient d'un dépôt Gladio. Et c'est le type d'explosif militaire utilisé par l'OTAN. Ma io vorrei soffermarmi su un aspetto che qui forse non è stato preso in esame. Nel corso delle indagini che ho fatto sulle stragi che sono state commesse in Italia, dalla strage di Piazza Fontana alla strage dell'Italicus, alla strage di Piazza della Loggia, alla strage... Sì, ancora alla strage di Bologna e alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dove sono stati uccisi, massacrati i miei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. Si è accertato che l'esplosivo utilizzato veniva dalle basi NATO. Marks the worst U.S. terrorist attack in history, the bombing of the Alfred P. Murrah building in downtown Oklahoma City. The explosion shook central Oklahoma, killed nearly 170 people and injured more than 400 others. Someone had detonated a Ryder truck filled with explosives outside the building. The only suspect actually charged in the bombing so far is Timothy McVeigh. Timothy McVeigh. Timothy McVeigh. The Office of the Inspector General, or OIG, investigated Whitehurst charges and issued a report which concluded that the FBI crime lab had improperly identified the characteristics of ANFO, the weight of the bomb, the detonation system, and even what kind of explosive was used. As I pursued this over the last 16 years and lots of lawsuits and fights with the FBI, I stumbled across an operation that the FBI called PATCON, P-A-T-C-O-N. PATCON was an acronym for Patriot Conspiracy. And the FBI began to distance itself from PATCON when I was probing, and they said it was just a simple operation where they were going to infiltrate some militia folks in Alabama. Jusqu'à présent, on nous a servi à l'opinion publique une seule thèse, le tueur au scooter, responsable de cette mort. Il n'y avait pas d'autre choix face à ce type surarmé et qui était capable de faire face à 300 ou 400 policiers, même si on n'avait pas sur le palier 300, enfin des services spéciaux, on va dire. Plus, ce qu'on apprend aussi, c'est des relations très serrées avec des gens des services de renseignement, qu'il connaissait apparemment depuis longtemps. Vous avez des documents là-dessus? Vous avez des preuves? C'est ce qui ressort des vidéos qu'il a enregistrées lui-même. Ce qu'on comprend, c'est que Mohamed Merah est quelqu'un qui est piégé, qui n'est pour rien, enfin grosso modo, qui n'est pas responsable des accusations contre lui, et qui réaffirme plusieurs fois: pourquoi est-ce que vous me tuez? Je suis innocent, vous le savez. Mais comment vous expliquez que si Mohamed Merah n'était pas l'auteur des tueries, il soit en possession et d'armes à feu et de films qui apparemment montrent les assassinats? Vous vous souvenez de l'affaire des Irlandais?
où M. Baril, à l'époque d'ailleurs, s'était fait remarquer avec M. Proutot. Et il s'était avéré que cette soi-disant découverte d'une cache d'armes formidable qui mettait en cause des membres de l'IRA, les Irlandais, c'est des armes qui avaient été déposées par l'équipe de M. Baril et de M. Proutot au domicile de ces Irlandais. Ça arrive quelquefois. Hein. En commençant cette enquête, j'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer. Le front al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc des terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. » Courant octobre, un homme se présente dans ce magasin de matériel pyrotechnique pour y acquérir une dizaine d'inflammateurs pour feux d'artifice. Quelques semaines plus tard, après avoir vu l'avis de recherche diffusé par les médias, le gérant croit reconnaître Salah Abdeslam. Il contacte les enquêteurs via le numéro spécial mis en place. L'homme lui a présenté son permis de conduire en guise de pièce d'identité. Selon nos informations, les policiers des renseignements territoriaux ont pu en consulter la copie. Il s'agit bien de celui du fugitif. Dans son récit, le gérant fait également état d'un comportement étrange de la part du client. L'homme pose de nombreuses questions, insistant sur la fiabilité des dispositifs d'allumage et semble déjà bien renseigné. L'enquête en cours va chercher à déterminer si ces détonateurs ont servi à confectionner les gilets explosifs utilisés par les kamikazes à Paris et à Saint-Denis. Alors que 8 d'entre eux se sont fait exploser, une ceinture a été retrouvée abandonnée à Montrouge, là où le téléphone de Salah Abdeslam a été localisé le soir des attentats. Son analyse est toujours en cours. Bonjour. Nous tenons à nous exprimer sur les propos tenus par certains médias. Le journal Le Parisien affirme que M. Salah Abdeslam est venu chez nous entre septembre et octobre acheter des détonateurs. Ceci est un élément infondé et aucune preuve n'a pu être fournie d'ailleurs par ce média. Cependant, M. Salah Abdeslam a acheté chez nous des systèmes radiocommandés qui, selon toute vraisemblance et à ce stade avancé de l'enquête, nous permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été utilisés, même partiellement, lors des attentats du 13 novembre 2015. Priorité au direct, on écoute tout de suite la policière municipale qui accuse les services du ministère de l'Intérieur. Il m'a exposé, donc être envoyé par le cabinet du ministère de l'Intérieur et m'a demandé d'apporter des précisions quant aux images de l'attentat. Donc jusque-là, aucun problème. Bien évidemment, c'est une réponse à laquelle nous pouvions tout à fait répondre. Toutefois, je me suis assurée de l'identité de la personne à laquelle je devais rendre des comptes. Donc, le commissaire qui est arrivé au CSU était en communication téléphonique avec cette personne, qui s'est présentée, qui a décliné son identité qui ne sera pas révélée. Je ne peux pas faire un rapport de vidéo en mentionnant des faits que je ne vois pas. Enfin, cela me semble être le b.a.-ba. On a des caméras, on relate ce qu'on y voit, tout simplement. On ne peut pas inventer. Cette personne voulait vous faire dire que les policiers municipaux étaient positionnés à tel endroit? Non, elle voulait me faire dire que les policiers nationaux étaient positionnés à certains endroits. Il y a même quelque chose d'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui, hier matin. Pourquoi des gendarmes? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a 2 policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire on n'est pas sûr que ce soit un islamiste. Enfin, la DGSI ne se déplace pas pour les voleurs de poules. Donc, premier point d'étonnement. Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants. La grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot. Il y a une fiche d'individus dangereux évadés. La fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie.
Shekhar disparaît. Retour quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbeau, qui est un des 2 grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont, et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations? Mais par des policiers et des gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, ça y est, c'est sorti. Non, c'est pas sorti. Non, ce sont des informations que nous annonce effectivement. Mais c'est très glaçant d'apprendre tout cela. 10 ans après le 11 septembre, vous vous souvenez peut-être de la fameuse tour numéro 7 qui s'est écroulée après les Twin Towers. Les familles des victimes se posent encore des questions sur cet effondrement. Nora Boubetra et Laurent Beaufils. Ils n'ont pas répondu à 70% de nos questions à nous, les familles. Eh bien, c'est extrêmement frustrant. Nos enfants ont bien été assassinés. Il faut donc une enquête. Mais le rapport de la commission d'enquête n'en a fait qu'un exposé des faits. En plus, on n'a pas posé les questions qui fâchent aux responsables interrogés. Le travail de la commission est même remis en cause par certains de ses membres qui dénoncent des entraves à l'enquête. L'un d'eux a d'ailleurs démissionné. John Farmer était conseiller juridique dans cette commission. Dans son livre, il explique que le gouvernement a caché la vérité. Bob McIlvaine et son ami, l'ingénieur en génie civil, ont des doutes aussi, car la commission n'a pas évoqué l'effondrement de cet immeuble. Une 3e tour, le bâtiment 7, s'est écroulé le 11 septembre sans avoir été heurté par un avion.